Smart Bourse vous est présenté par Silex. Conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie. Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous retrouvez à 20h30 à la télévision via vos box du lundi au vendredi. Vous nous retrouvez également en replay tous les jours sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, la BCE qui délivre une 7e baisse de taux depuis le mois de juin dernier. La BCE qui s'ouvre par ailleurs à un nouvel espace d'agilité, de liberté dans un monde beaucoup plus frictionnel, comprenez la guerre commerciale de Donald Trump, pousse la Banque Centrale Européenne à rester très ouverte sur les prochaines options. D'autres baisses de taux sont sans doute à suivre, peut-être une ou deux à minima, dans un contexte où cette guerre commerciale est vue comme un choc de demande négatif par les équipes économiques de la Banque Centrale Européenne. Christine Lagarde a été très claire sur ce point. La BCE ne s'embarrasse plus des discussions et des débats autour du taux neutre ou autour du réglage et du niveau de restriction de la politique monétaire. Ça n'est plus le sujet à ce stade et donc, contrairement à la Fed, la BCE reste sur un chemin d'accommodation. Du côté de la guerre commerciale, justement, pas mal de négociations en cours, à commencer par les équipes japonaises qui sont en ce moment en train de négocier à Washington. Le Japon qui a un accès VIP pour mener des négociations et tenter de supprimer définitivement les tarifs dits réciproques. Et puis d'autres négociations également qui se mélangent à la situation avec la venue de Giorgia Meloni aujourd'hui à Washington qui a rencontré Donald Trump pendant près d'une heure. Et puis de l'autre côté du globe, c'est le patron de Nvidia, Jensen Huang, qui est en visite en Chine à Pékin pour 2 jours afin de discuter avec ses clients et partenaires chinois de la situation alors que l'administration américaine a encore élevé le niveau de restriction à l'export pour les puces produites aux États-Unis et notamment les puces de Nvidia destinées au marché chinois. Voilà pour le tableau des marchés aujourd'hui, avec en plus une journée d'échéance mensuelle, des marchés qui sont toujours sur la retenue, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des indices dans le rouge en Europe et également aux États-Unis. En ce début de séance, discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché, bien sûr. Nous ferons un premier bilan également des 100 premiers jours de Donald Trump. Les 100 jours seront atteints la semaine prochaine. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, nous focaliserons sur les mystères et les enjeux de la productivité à l'occasion de la parution cette semaine du dernier rapport sur la productivité produit par le Conseil national de productivité sous l'égide de France Stratégie. Nous en parlerons avec le rapporteur général du Conseil national de productivité, Alain Duré, économiste, qui sera avec nous en plateau dans ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Mais d'abord, tendance, mon ami, comme chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et donc la BCE a baissé ses taux directeurs pour la 7e fois depuis le mois de juin 2024. Oui, la BCE annonce une baisse de 25 points de base, faisant passer le taux de dépôt de 2,50 à 2,25%. Face à un contexte incertain, cette baisse des taux était largement attendue par le marché. La BCE souligne que la guerre commerciale initiée par Donald Trump est un risque pour la croissance et que la réaction défavorable et volatile des marchés pourrait avoir un impact sur les conditions de financement. La BCE ne parle plus à ce stade de politique monétaire restrictive. Quelles sont les tendances observées sur les indices actions après les décisions et la conférence de presse de Christine Lagarde ? En Europe, les indices étaient ancrés dans le rouge dès le début de la séance, une tendance qui ne s'est pas améliorée en ce jour d'échéance mensuelle. Le Stoxx 600 évolue en léger repli. En France, le CAC 40 cède plus de 0,5% aujourd'hui sous les 7300 points. Le DAX est en repli du même ordre. Aux États-Unis, l'heure est au rebond pour le Nasdaq, le Dow Jones et le S&P 500 à l'ouverture. Sur fond d'espoir de compromis tarifaires, Trump évoque notamment de grands progrès avec la partie japonaise qui négocie en ce moment à Washington, sans plus de détails à ce stade. Bon, et puis un mot des marchés obligataires qui semblent se stabiliser depuis quelques séances après les mouvements violents et importants observés la semaine dernière, notamment aux États-Unis. Oui, les taux longs en Europe se détendent légèrement autour de 2,45% pour le rendement allemand à 10 ans. Le rendement français de même échéance tourne autour de 3,25%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans évolue
évolue sous 4,30%. Sur le marché des change, le dollar est stable et l'euro-dollar se traite à 1,1350 aujourd'hui. Côté résultat, la saison est en train de monter en puissance. La journée était déjà chargée puisque après LVMH, les investisseurs attendaient la publication d'Hermès. Hermès annonce à l'occasion de sa publication trimestrielle augmenter ses prix pour compenser intégralement les droits de douane imposés par Donald Trump et ce, à partir du 1er mai. Le groupe de luxe fait état de ventes records au premier trimestre avec un chiffre d'affaires à plus de 4 milliards d'euros, en hausse de plus de 7% à taux de change constant. Mais cette progression des ventes reste toutefois inférieure aux estimations du consensus et le titre cède 3%. Toujours en France, Pernod Ricard a également publié ses chiffres du premier trimestre. La société affiche un repli de 3% de ses ventes en données organiques au troisième trimestre de son exercice décalé à 2,3 milliards d'euros. En Chine spécifiquement, les ventes du trimestre sont en baisse de 5%. Pernod Ricard confirme ses objectifs annuels malgré le contexte qualifié de difficile et volatile à cause des droits de douane. Le titre évolue à l'équilibre aujourd'hui. Et puis la star du jour en Europe, il faut le noter, c'est Siemens Energy avec des résultats et des perspectives stellaires, dopées par une demande d'électricité exponentielle et un titre qui s'envole de plus de 10% au plus haut historique aujourd'hui. Et puis à l'international, on notera les commentaires et les chiffres de TSMC qui brillent justement après ces résultats du trimestre. Oui, malgré le fait que le secteur soit chahuté depuis ces dernières semaines, TSMC annonce une progression de plus de 60% de son bénéfice net pour les 3 premiers mois de 2025 et atteint ainsi 11 milliards de dollars américains. Le chiffre d'affaires bondit de plus de 40%, porté par la forte demande en matière d'intelligence artificielle. Ces résultats sont supérieurs aux attentes et pour 2025, le PDG s'attend à une année de forte croissance. Le titre coté à Wall Street ouvre en hausse de 2,5%. Quel sera le programme des prochains jours sur les marchés? La semaine se finit aujourd'hui pour beaucoup d'investisseurs. Oui, parce que demain, la plupart des places financières resteront fermées pour Vendredi Saint et pour un long week-end de 4 jours avec un lundi également férié pour Pâques. On prendra tout de même connaissance des résultats de Netflix et L'Oréal ce soir après la clôture des marchés. Et les grands rendez-vous de la semaine prochaine seront les résultats de Tesla, Boeing, SAP ou encore Intel. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, vous retrouvez Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Mabrouk Chetouane est avec nous, responsable de la stratégie de marché de Natixis IM. Bonsoir Mabrouk. Bonsoir. À vos côtés, Malik Hadouk, directeur de la gestion diversifiée de CPR Asset Management. Bonsoir Malik. Bonsoir Grégoire. Et Nicolas Forest qui nous accompagne également ce soir, le directeur des investissements de Candriam. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là messieurs, ravi de vous retrouver. C'est l'exercice toutes les 6 semaines, le petit débrief à chaud de la réunion de la Banque Centrale Européenne et de la conférence de presse de Christine Lagarde, une BCE qui s'ouvre un nouvel espace de liberté et d'agilité dans un monde beaucoup plus frictionnel, Nicolas. Bah oui, je qualifierais cela de Liberty Day. Liberty Day, le jour de la liberté pour la Banque Centrale. Bon, pour faire évidemment allusion à la Liberation Day de Trump, mais aussi pour qualifier ce moment quand même largement attendu, d'assez historique. La Banque Centrale Européenne continue son chemin de baisse, indépendamment des autres politiques monétaires. C'est rare d'avoir un écart aussi important entre les taux monétaires américains et les taux européens. Il y a 1 an et demi, ça nous paraissait impossible. Je rappelle. Il y a 1 an et demi, on se posait la question, est-ce que c'est possible que la BCE baisse les taux avant la Fed, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1999. Ouais. Donc là, elle continue son chemin de liberté, d'indépendance, qui est largement justifié. Par le processus de désinflation qui poursuit et qui va se poursuivre grâce à au moins 3 éléments. Le premier, un euro fort. Évidemment, un euro fort, ça plaide pour des prix plutôt à la baisse. Des marchés d'énergie à la baisse, un pétrole bas et donc aussi plutôt des inflations. Et puis, probablement, les arrivées et les importations de produits chinois qui vont aussi amener des pressions inflationnistes à la baisse. Donc, quand on met tout ensemble, la Banque Centrale Européenne, elle joue sur du velours. On est sur des tendances inflation à la baisse. Et donc, il y a un mois, il y avait quand même la question, c'était pas sûr si elle allait passer son tour ou pas passer son tour. Et ici, c'est une baisse qui était largement attendue. Même Trump l'a préempté sur son réseau social Truth avant l'annonce. Donc, c'était attendu. Mais ça marque quand même une vraie liberté de la part de la politique monétaire européenne, complètement indépendante des autres zones. Et ça donne un petit peu, évidemment, de répit à la hausse de l'euro. Et potentiellement, ça donne du soutien à certaines classes d'actifs européens,
il faudra juger sur le moyen terme. Mais en tant que pour l'investisseur obligataire, c'est plutôt une bonne nouvelle. La trajectoire est claire, c'est plutôt rassurant pour l'obligataire en Europe. Cette liberté, c'est aussi le reflet, encore une fois, de ce monde frictionnel, de cette guerre commerciale ou de ces tensions commerciales, comme l'appelle Christine Lagarde, qui est vue comme un choc de demande négatif. C'est-à-dire qu'à court terme, il y a aussi des risques à la baisse encore peut-être sur la croissance européenne. Cet espace de liberté, cette agilité que se donne la Banque Centrale Européenne, où est-ce que ça peut nous emmener en termes de baisse de taux partant des 2,25 auxquels on est aujourd'hui pour le taux de dépôt? Alors, liberté et agilité, ça c'est vrai. C'est aussi même la liberté, on en parlait tout à l'heure, sur le taux neutre, où en gros elle dit... c'est plus le sujet. C'est pas le sujet, donc je m'en fous. Ouais. Donc liberté aussi vis-à-vis du staff, quelque part, elle est prête à faire ce qui est nécessaire si effectivement les choses perdurent. Nous, début d'année, on tablait sur un taux final à 2% cette année. Donc on pensait que la Banque Centrale Européenne allait tranquillement baisser par trimestre et d'aller à 2. Avec le choc des tarifs qui est aujourd'hui encore très incertain, nous on s'attend à ce que la Banque Centrale Européenne puisse aller en dessous des 2% et à 1,50. Ah ouais. Donc la Banque Centrale Européenne, elle a encore la place pour baisser davantage les taux d'intérêt. C'est bien d'avoir l'euro qui monte, mais il ne faut pas que l'euro monte trop. Il y a quand même le problème des déficits très importants qui nécessitent que les taux longs ne soient pas trop élevés pour financer une dette qui est quand même très importante. Et une économie quand même, comme vous l'avez dit, qui est et qui sera largement impactée. L'économie européenne est une des plus ouvertes du monde. Donc, malgré l'ensemble de la volatilité qu'on a sur les tarifs, c'est quand même au minimum 10% de tarifs qu'il y a sur la zone euro. C'est un choc. Et donc, pour soutenir la croissance face à une inflation qui baisse, la Banque Centrale Européenne pourra continuer, même si elle a été très prudente et qu'elle a dit ça sera effectivement meeting après meeting. Mais je pense que oui, elle a montré une vraie liberté, une vraie indépendance. Et je pense que beaucoup d'observateurs peuvent être très critiques en général sur la Banque Centrale Européenne. Ici, là, elle fait le job, quoi. Je dirais qu'elle fait largement le job dans un monde très compliqué, très incertain. Et la victoire sur l'inflation, qui était quand même un vrai sujet, a été quand même, je pense, ici actée. Bon, la fonction de réaction de la BCE aujourd'hui dépend effectivement des tarifs, de la guerre commerciale. Et pour la réunion du mois de juin, même Christine Lagarde estime qu'on n'aura pas encore tous les éléments suffisants peut-être pour prendre des décisions sur le point d'atterrissage de la politique monétaire. C'est une BCE de combat là, qui se met en ordre de bataille, Mabrouk ? Non, moi je trouve pas. Enfin, je trouve que la BCE s'est montrée pragmatique. En fait, non mais c'est quand même important de le rappeler parce qu'on a quand même pas dogmatique déjà, pragmatique. Pragmatique, effectivement, la situation et ça a été parfaitement décrit appelle à sans doute moins de croissance en Europe par le canal effectivement direct des tarifs, mais c'est pas le seul canal et c'est pas le plus important à mon sens. C'est tous les effets entre guillemets de rétroaction qui vont notamment impacter la Chine. En fait, l'économie européenne est davantage ouverte sur la Chine qu'elle ne l'est sur les États-Unis. C'est ça le problème, c'est que la Chine risque d'être fortement impactée par ces tarifs. Et par voie de conséquence, un des facteurs qui a déclenché la récession allemande, c'était la Chine, justement. C'était la contraction chinoise en 2022. Du moins, le ralentissement chinois assez significatif. Donc là, si on a des projections de croissance qui peuvent être à juste titre alarmiste sur la Chine, avec une division par deux sans doute de leur volumétrie en termes de croissance. Si on n'a plus d'exportation, s'il n'y a plus de volume, parce qu'à 145% de tarifs, en fait, il faut être lucide. Les élasticités prix-demande montrent que globalement, il y a vraiment plus beaucoup de commerce qui existe. Et donc vous avez, vu l'exposition de la Chine aux États-Unis, un risque de la croissance assez majeur sur la Chine. Et donc, par voie de conséquence, vous avez effectivement l'Allemagne qui se retrouve exposée. Donc, les effets, les conséquences... Avant même l'idée de l'inondation du marché européen par les produits chinois. Mais ça montre effectivement le pragmatisme. C'est-à-dire qu'en gros, on a un effet qui est complètement inattendu, c'est-à-dire le reroutage, ça a été défini comme ça, des flux d'exportation vers les États-Unis et vers l'Europe, qui serait de nature déflationniste, littéralement. Dans un contexte où il y a cette composante énergétique, déflationniste par ailleurs. C'est quand même, là on a regardé les projections de la BCE quand elle a publié son premier set de projections début d'année, par rapport, avec l'effet effectivement l'effet euro, on est quasiment sur du moins 30. Un calcul de coin de table, parce qu'on fait que ça en ce moment, des calculs de coin de table, montre que globalement on a un effet quand même relativement puissant et désinflationniste, c'est-à-dire qu'on passerait largement en dessous de 2% de l'inflation en zone euro. Il y a moins de croissance, moins d'inflation, on baisse les taux. Et donc globalement, le pricing de marché, avant même la réunion de la BCE, était en dessous de cette neutralité monétaire. Alors le taux neutre, effectivement, moi je ne préfère pas parler de taux neutre parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il est. Une variable cachée, et tous ceux qui ont fait un peu de stats savent que c'est un peu compliqué à débusquer en quelque sorte. En revanche,
parler de neutralité monétaire, d'une zone de neutralité autour de 2%, et dire au fond, et on l'avait déjà dit à l'époque, le déficit d'investissement en Europe, la présence de déficit élevé par ailleurs de la part effectivement des gouvernements, imposerait à la BCE effectivement d'alléger un peu la pression en allant en dessous de ce seuil de 2%. Là maintenant, le marché a acté effectivement que 1,5 c'était la target de fin d'année. Et donc le marché estime que la BCE ira en territoire d'accommodation. Ah oui, absolument. Mais c'est une nécessité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'a plus de levier budgétaire, globalement, ce qu'on n'a pas beaucoup. En France, on parle encore de restrictions budgétaires pour 2026. Il n'y a que l'Allemagne qui dispose un peu on va dire, de quelques degrés de liberté. Il est absolument impératif, dans un contexte de friction croissante, d'avoir un soutien monétaire. Est-ce que, si c'est une nécessité d'aller en territoire d'accommodation, est-ce que la stratégie peut nous dire que ce serait bien d'y aller le plus vite possible? Est-ce que 50 points de base, alors on ne va pas refaire l'histoire, ça n'a pas été discuté à l'occasion de ce meeting, mais visiblement dans les semaines précédentes, ça a été un point de discussion. Est-ce qu'un 50 points de base à l'occasion de cette réunion, est-ce que ça aurait été approprié selon vous? Non, ça aurait été rajouter de l'huile sur le feu. Okay. En gros, dans un climat... Vous trouvez quand même un équilibre alors. Bah oui, on n'a pas une volatilité entre guillemets qui est, quel que soit le marché que vous regardez, hein, donc on a une volatilité qui est encore un peu sous tension. Mettre un élément entre guillemets un peu inattendu, même si ça avait été discuté il y a quelques semaines, mais c'est un peu sorti des écrans radars, et vous rajoutez 50 points de base, un élément d'incertitude de la part d'une institution monétaire telle que la BCE, non, c'est pas le bon moment effectivement de rajouter encore une fois de l'huile sur le feu. Donc qui va piano va sano, et je pense que la BCE l'a parfaitement compris. Malik, comment on regarde l'Europe là d'un point de vue d'investisseur global aujourd'hui? Plus les planètes américaines se désaxent ou se désalignent, et on va y revenir, plus on a l'impression que l'Europe retrouve de l'intérêt. Et peut-être pas uniquement par défaut. C'est-à-dire qu'il y avait l'idée de ce besoin de sortir des actifs américains pour plein de raisons, et notamment des questions de surévaluation des marchés américains, peut-être à un certain point, à discuter. Mais il y a aussi peut-être maintenant un vrai intérêt positif à revenir sur des zones économiques comme la zone euro, par exemple. Alors, tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été mentionné. Le point important, c'est celui que vous venez de relever. C'est vrai, non mais c'est vrai. Je pense qu'on change de paradigme. L'Europe est en train de changer lentement mais sûrement. Et la BCE vient de le prouver aujourd'hui par son discours et par sa décision. C'est un caillou de plus sur ce chemin-là, quoi. Deuxième élément important, vous mentionnez les États-Unis. Je pense que les investisseurs ont commencé à sortir des actifs américains, non pas pour une raison de survalorisation au début, parce que les earnings n'ont pas, les perspectives de croissance de bénéfices n'ont pas été révisées, même si on sait qu'ils vont être révisés, mais ils ne l'ont pas été jusqu'à maintenant. Mais je pense pour une question de gouvernance. Oui, non. On a du mal aujourd'hui à aller sur des actifs américains quand la gouvernance politique, économique devient... l'état de droit même. C'est le G. J'aurais pu rajouter ça, je ne voulais pas aller plus loin. J'ai lu dans tes pensées. Hein. Pas plus tard qu'hier sur cette antenne, un de vos confrères, Alain Bocobza, je le cite, Société Générale CIB, tout le monde le connaît, ça fait 20 ans qu'il est dans le métier, explicitement, il le dit, micro ouvert, nous avons un gros problème avec le casting et la gouvernance des États-Unis. Et c'est ça qui justifie qu'on recommande à nos clients de sortir effectivement des marchés américains aujourd'hui. Donc, je pense que c'est l'élément central qui favorise aujourd'hui l'attrait aujourd'hui de la zone euro, que ce soit que le marché action, que ce soit le marché obligataire. On a vu sur le marché obligataire que le marché obligataire a bien tenu, malgré les tensions qu'on a connues sur le marché américain. Il y a eu un report des investisseurs vers les dettes les plus liquides, que ce soit la dette allemande ou la dette française aussi. Donc oui, il y a un changement de perception que les choses peuvent évoluer en Europe, avec le changement aussi de l'Allemagne, qui est en train de prendre en compte que son modèle est arrivé à ses limites, son modèle de développement économique est arrivé à ses limites, et qu'elle dépend très fortement, comme l'a souligné Mabrouk, de la Chine, même si je suis plus confiant sur la Chine qu'il ne l'est. Vous ne voyez pas la croissance. Dans le cas où on maintiendrait des tarifs à 145%, ça peut avoir un coût. Paramètre dont je n'ai pas parlé, c'est la politique budgétaire. Mais oui, bien sûr. Voilà. Mais même si on maintient, et je sais, bien sûr que le commerce va être réduit, les volumes, mais il y a des entreprises américaines qui ne peuvent pas faire autrement. Bien sûr. Elles vont être obligées d'aller s'alimenter en Chine sur des composantes qu'elles ne produisent plus depuis longtemps et dans des secteurs stratégiques. Bien sûr. Donc l'impact pour les Américains il va être plus important, je pense, que l'impact pour les Européens, éventuellement que les Chinois, où là on la Chine a plus de capacité à ou substituer les produits qu'elle importe ou rerouter vers d'autres marchés à l'exportation que les États-Unis n'ont cette capacité vis-à-vis de leurs fournisseurs chinois. Je le pense, oui, sincèrement. Ouais. Bon, et donc l'Europe, oui, ça y est, c'est... Non, c'est le moment d'y revenir. Et aujourd'hui,
en relatif, que ce soit le marché obligataire, que ce soit le marché américain action, il y a plus d'intérêt à aller sur la zone Europe aujourd'hui. Mais ça peut être une histoire de long terme, stratégique, je pense, structurelle. oui. Dans une allocation globale, la place de l'Europe demain sera différente de celle qu'on a vue ces dernières années. Oui. Ouais. D'accord avec ça, Nicolas? Déjà, une remarque. On a souvent parlé au cours des derniers mois et années de l'ESG comme quelque chose de catastrophique. Non, c'est vrai, ça a été largement décrié. Et ici, moi, en tant que responsable d'investissement de Candriam, qui a gardé la ligne directrice de continuer à intégrer des critères ESG, je me réjouis que l'on regarde le critère de gouvernance comme un critère clé pour investir ou pas. Ça a toujours été le seul vrai critère. Mais Nicolas. exactement. Mais Non. ce que vous dites est très. Non. Non. Je trouve quand même qu'ici, finalement, c'est Sans l'ironie de tout gouvernance, ça. il n'y a rien d'autre. Exactement. Mais l'ironie de tout ça, c'est que voilà, Trump va peut-être faire que Make ESG great again. Sur la gouvernance et sur le climat, mais ça c'est un autre sujet. Voilà, mais ça c'est un peu pour la provocation. Mais je suis là tout à fait d'accord que la gouvernance est clé. Alain l'a dit, évidemment, je l'avais écouté, je vous rejoins évidemment. C'est un vrai sujet. Par contre, je n'enterrerai pas aussi vite que ça les États-Unis, parce que tout peut changer très vite. Ah oui, oui. Sous cette condition. Oui. Et Trump peut changer très vite d'avis. Il l'a montré. Et bien sûr, aujourd'hui, il y a une vraie interrogation sur la gouvernance, mais ça peut changer très vite. Et ça veut dire que la confiance, ou la partie de la confiance qui semble s'être évaporée depuis ces 100 premiers jours d'exercice du pouvoir, elle peut revenir, au moins en partie, à la faveur d'un pivot à nouveau de la politique économique américaine, ou à la faveur de nouvelles mesures de politique économique qui seraient un peu plus rationnelles, orthodoxes, je ne sais pas comment dire les choses, Ouais. Alors la question moins frictionnelles. Ouais, la question est évidemment compliquée par rapport à ce qui a été mentionné, le fait que les investisseurs internationaux et même domestiques américains sortent des actifs américains pour aller dans les actifs européens. Déjà, le premier point, je crois que vous l'avez dit, ça n'a pas commencé avec le Liberation Day, ça a commencé avec l'Inauguration Day. Oui. Donc c'est à partir du moment où il est devenu président qu'on a commencé à voir ces flux, et on a vu des flux qui rentraient dans l'Europe. Donc ça a commencé à ce moment-là. Et ces flux peuvent être persistants du côté action comme du côté obligataire. Pour moi, l'indicateur qui va être important à surveiller, c'est le dollar. Voilà. Bien sûr. Et donc par rapport au dollar, je dirais qu'il y a un peu deux possibilités, enfin, si je simplifie, parce que la situation elle est complexe. La première possibilité, c'est que tout ce qui s'est passé, toute cette séquence, c'est une espèce de spaghetti complètement incompréhensible et qu'il n'en ressortira rien, à part du bruit. Et on restera dans un bruit, une absence de claire gouvernance, de transparence, une augmentation de la corruption et tout ça. Et donc ça, effectivement, c'est un facteur qui n'est pas très rassurant. Vous avez une autre possibilité, c'est qu'ils reviennent complètement en arrière. Bon. Et puis, il y a la troisième possibilité, qui est le projet Miran, le plan Miran, qui peut et qui a une trajectoire d'un dollar qui se déprécie fortement. Ouais. Et ça, je pense que pour moi, par rapport à la question est-ce qu'on veut revenir sur les obligations d'État américaines, sur les actions américaines, on pourra revenir. Il ne faut pas enterrer les États-Unis aussi vite que ça. Ça reste quand même la première puissance économique mondiale. Mais pour moi, ça dépend du dollar et ça dépend de ce qui se passe sur le dollar. Parce qu'aujourd'hui, si vous réfléchissez bien, vous êtes un investisseur européen, vous êtes un fonds de pension et on va pas rendre l'exemple obligataire. Vous voulez investir sur les... Vous vous dites, bon, bah, c'est pas mal, je vais quand même investir sur des obligations d'État américaines. C'est quand même pas mal. Ça rapporte du 5%. Ah oui, mais est-ce que j'aime bien le dollar? Ah oui, mais si le dollar se déprécie pas mal, Je perds. je suis pas sûr de Gagne garder. pas autant. Donc, ok, je vais me protéger. Je vais me hedger. Ah, patatras. 65 à 70 bips de coût de hedge. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous achetez une obligation d'État américaine, hier en tout cas, vous perdiez presque 0,70% par rapport à une obligation d'État allemande ou française. Ouais. Donc, ah bon, alors je voulais acheter une obligation américaine, bon, le dollar, je suis un peu quinté, je me hedge. Intégré avec le coût de Ça coûte couverture, trop cher. Après, c'est beaucoup moins intéressant. Et il y a le risque un petit peu autour de ça. Donc voilà, sur la crédibilité. Mais donc pour moi, c'est la question du dollar. Et dans le plan Miran, qui est quand même la trajectoire, enfin le plan construit, qui, pour l'instant, on ne sait pas si ce sera implémenté, mais en tout cas, on est dans cette séquence, ça correspond un peu aux premières étapes qui avaient été décrites. Là, c'est une forte dépréciation du dollar. Si c'est le cas, et s'il y a un Mar-a-Lago avec un accord sur un dollar plus faible,
je pense que ça ne va pas aider. Et la doctrine Mairan, ça se termine effectivement par une coercition financière, monétaire totale, avec l'idée qu'on va échanger la dette américaine que vous avez gentiment portée pendant des années, on va vous donner de la dette perpétuelle et en plus on va pas trop la rémunérer, comme ça on y est gagnant, et puis en échange de ça, on continue de vous protéger, on continue de vous donner accès à notre marché, etc. C'est du fantasme. Ah mais non, mais c'est du fantasme, bien sûr. Mais à un moment donné, Trump a réussi à faire marche arrière parce que justement, le coup de semonce est arrivé du marché obligataire. À un moment donné, il a quand même dit, bon, là peut-être qu'on est allé un peu trop loin, le marché obligataire est en train effectivement de sortir, il y a une espèce de conundrum pour reprendre effectivement à un moment donné... Un mystère, une énigme. Une énigme finalement, pour reprendre l'expression d'Alan Greenspan, en disant, et qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on était le mercredi de la semaine dernière, les taux ne font que monter alors que tout le monde anticipe une catastrophe aux États-Unis, ça devrait aller dans l'autre sens. Et pareil sur l'inflation, les anticipations d'inflation de marché étaient en train de plonger. Les taux montaient et le dollar baissait. Oui, en fait, rien n'allait. Et donc du coup, on s'est dit, il se passe quelque chose. Donc à un moment donné, les autorités américaines étaient obligées d'un moment donné de stopper cette machine. Donc il y a un pragmatisme encore, et je suis d'accord, il ne faut pas tuer le pragmatisme américain notamment, et l'économie américaine qui va avec. Je voudrais juste jouer les troubles faits sur 2-3 trucs, notamment sur l'Europe. La visite de Mélanie, parce qu'il faut quand même en parler, s'il y a bien un problème finalement en Europe, c'est qu'il n'y a toujours pas de colonne vertébrale. C'est qu'il n'y a toujours pas, entre guillemets, à un moment donné, l'investisseur, pourquoi est-ce que l'Europe a été autant finalement délaissée au cours de toutes ces années? Parce que finalement, on appelle qui, finalement, s'il y a un problème en Europe? C'est toujours le même sujet. La question de la fragmentation, du risque de fragmentation, alors, il est toujours présent. On a eu un espoir avec effectivement le chancelier Merz qui arrive en disant, voilà, je donne la direction pour l'Allemagne, en espérant finalement qu'il y ait d'autres pays qui se joignent finalement à cette philosophie. On voit bien que certains effectivement jouent encore les dissidents. Ça va poser des problèmes effectivement. Ce manque de cohérence, ce manque finalement de stratégie, de vision et de blocs communs. Mais pour vous, le risque de désunion de l'Europe, il augmente ou il baisse? Parce que Mélanie aille à Washington. Mais Mélanie, c'est pas la seule. Tout le monde s'en fout. Non, mais. En fait, si vous voulez, c'est le signal qu'on envoie, c'est que tout le monde s'en fout pas. Parce que mais il y a quand même un front commun qui s'est mis en place. Le front commun, il est quand même là aussi. Il se porte pas très bien. Enfin, il y a l'Allemagne. D'accord. Non, mais c'est une vraie question. La relation. Est-ce que c'est plus d'union ou moins d'union là devant nous? En fait, on doit avoir plus d'union. Le problème, c'est qu'on a quelqu'un qui va jouer la désunion. C'est M. Trump. Donc, il va à tout prix, effectivement, jouer et à travers la négociation qu'il impose des 90 jours, il va jouer la désunion. Donc, à un moment donné, il faut faire attention à se dire que cette période va être charnière. Et pour l'Europe notamment, si on rate ce virage, comme on a raté tous les virages à peu près depuis 10 ans, si on rate celui-ci, là franchement, ça va être un peu compliqué. Il n'y a pas que l'Europe qui manque de colonne vertébrale en ce moment. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand j'écoute les officiels, quand je lis les officiels européens qui vont négocier à Washington sous la houlette du commissaire européen au commerce, ils rentrent, ils sont complètement désemparés. On ne sait pas ce que veulent nos homologues américains. On discute des heures avec eux, on ne connaît pas leur position de négociation, on ne sait pas les sujets sur lesquels ils négocient. On rentre, et c'est pareil pour les Chinois. Ils demandent, les Chinois, simplement nommer déjà un négociateur américain qui soit tamponné par Trump et en qui on puisse avoir confiance. Que le gars revienne à l'issue des négociations avec une feuille que Trump soit capable de signer et d'endosser. Sinon, ça sert à rien. Il y a deux choses. On a parlé du rebond possible américain qu'il ne fallait pas l'enterrer, ça je suis possible. Personne ne parle d'un rebond possible européen. C'est-à-dire qu'en gros, c'est ça que je dis. Attention, on a effectivement peut-être une institution européenne qui fonctionne. En face, il n'y a rien qui fonctionne, je suis d'accord, mais ça peut aller très vite en face. Donc, dans la mesure où ils peuvent effectivement changer de direction. En Europe, changer de direction, ça prend du temps. Oui. Bon. Donc, je voulais juste faire ce peu. J'entends. Le risque de désunion de l'Europe, il est permanent. Justement, mais c'est un peu le problème. Oui. Mais ma question, c'est est-ce qu'il monte ou est-ce qu'il baisse? Quoi donc? Ce risque de désunion. Il monte à mesure que Trump est encore là. Ok. Alors, non, mais Malik. Non, je voulais juste, je voulais juste une petite remarque. Le dollar a été évoqué. C'est vrai que si le dollar se venait à se déprécier, un investisseur européen n'irait pas investir s'il a des anticipations de dépréciation, mais ce sujet-là a été posé depuis longtemps. Depuis le dollar, il a toujours évolué. Je ne pense pas que c'est la raison essentielle aujourd'hui pour un investisseur européen de se poser la question s'il doit investir en Europe, aux États-Unis, parce que le dollar va se déprécier. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi on va financer le déficit américain alors qu'on a des officiels américains qui nous attaquent de tous bords.
je pense que c'est là le changement qui doit s'opérer. Et l'acheteur marginal de trésorerie aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est l'Europe avec l'Europe qui fait les fins de mois des États-Unis aujourd'hui. Oui. Non, mais c'est la réalité. Ils nous font les poches. Oui. C'est la réalité. Ils nous vendent des Donc, rapatrier notre épargne et avoir une souveraineté pour défendre et développer notre industrie de la défense, c'est bien. Bien sûr. Donc, je pense pas On est en train de réévaluer le risque-opportunité. C'est-à-dire que, évidemment, jusqu'à présent, c'était pas mal finalement de faire les fins de mois des États-Unis parce qu'on avait le dollar actif sûr, actif de réserve. Si c'est plus le cas, est-ce que l'argent qu'on mettait dans le dollar ou dans le financement de l'État américain, est-ce qu'on n'a pas intérêt à le mettre dans le financement propre de notre industrie de défense ou autre avec des rentabilités qui pourraient être supérieures? Le deuxième point qui avait été évoqué, c'est la question de la confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, la confiance, elle peut se retrouver aux États-Unis, chez les Américains, comme un investisseur? Est-ce que les trésoreries des Olaf peuvent retrouver un statut plein de statut plein. Aujourd'hui, on ne va pas dans ce sens-là. On voit le marché obligataire, ça a été évoqué. Je pense qu'il n'y a pas un put sur la Fed, il y a plutôt un put sur le marché obligataire aujourd'hui. C'est ça qui va driver les anticipations à venir. Juste deux remarques. Première remarque, donc peut-être sur l'inquiétude des États-Unis et des taux américains. Bon, bien sûr, je partage ce qui a été dit. Après, si on décortique un peu le stress qu'il y a eu sur les 70 points de hausse et le taux 30 ans qui va à 5%. Le CDS américain, 5 ans européen, n'a pas bougé pendant Liberation Day. Le coût de protection contre le risque de défaut de l'État américain. Ça s'est écarté de 10 points depuis l'Inauguration Day, mais ça n'a pas bougé depuis. Donc il n'y a personne qui... Il se protège réellement contre le risque de défaut des États-Unis. C'est pas correct. Non, en effet, ça n'est pas manifesté. Et les flux, pour vraiment dire est-ce qu'on a raison ou pas dans ce que vous dites, on les aura. Il faudra avoir les chiffres de flux, on les a pas vraiment clairs. Mais je suis d'accord. Je pense que votre explication, j'y souscris. Il y a des gens qui se posent la question, mais néanmoins, il n'y a aucun signe tangible qui le prouve en disant c'est très clair qu'il y a des gens qui ont vendu, c'est une interprétation. Quand vous voyez le CDS, quand vous voyez d'autres variables, difficile à le... La vol implicite, elle a quand même... Bien sûr, vol implicite, c'est quand même aussi un coût de protection. Donc, cette vol implicite... Mais qui était derrière? Vous voyez, il y a plein de... Des gens qui ont peur, tout simplement. Enfin, si la vol implicite monte, ça veut dire qu'en gros, le coût de la protection monte et... non, mais la vol a augmenté, c'est un fait, mais les CDS n'ont pas... Mais la courbe, la structure par terme de la vol implicite, c'est inversé. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai plus peur de détenir maintenant à court terme, bien sûr. et surtout les marchés. Je ne le conteste pas. Il y a une vraie inquiétude. Le marché du private equity, même aux États-Unis, sur les CLO. Bien sûr. On a vu, ça s'est écarté alors que c'était. Non, mais ça s'est écarté. Mais le point par rapport au dollar, juste pour revenir. Quand j'ai parlé du dollar, je ne parle pas que ça comme d'une cause, mais plutôt comme un thermomètre, si vous voulez. Et pourquoi j'évoquais ce thermomètre? Parce que j'évoquais le plan Miran. Et pour venir sur ce que vous avez dit tout à l'heure en disant oui, c'est très clair, il a fait ci parce que voilà, c'est très clair, il a fait. C'est très clair quand vous le racontez, mais de savoir ce qui se passe dans la tête de Trump. Ah, mais j'ai jamais dit que... Personne n'en sait rien. Bien sûr. Donc, est-ce que vraiment, parce que les taux montaient, on lui-même ne sait non, il l'a dit. Pas il l'a dit. Oui, mais attendez, entre ce qu'il dit et vraiment ce qu'il fait, ce que je veux juste dire par rapport au plan Miran, je n'ai pas dit que c'était le principal. Mais quand vous lisez, si vous l'avez lu, il dit exactement ce qui se passe. On tape très fort sur les tarifs. C'est un peu le levier de un peu le bazar, on va dire. Après, on revient en arrière, mais on maintient quand même les tarifs. Les taux peuvent monter, mais l'important, c'est que le dollar baisse. Et après, une fois que le dollar baisse, c'est ça qui... Donc, ce que je veux juste dire, c'est que par rapport à cette séquence, elle est... Je souscris évidemment à ce que vous avez dit, que c'était sans doute un risque. Mais c'est très difficile, avec beaucoup d'humilité, je le dirais, de comprendre ce que fait Mr. Trump. C'est l'agence tout risque. Le plan se déroule sans accroc. On va dire ça comme ça pour le moment. Le problème, c'est qu'il y a quand même une erreur fondamentale d'analyse, c'est qu'ils font tout porter sur le dollar. Le dollar. Non, mais je dis pas que c'est bien ou pas bien. Je m'en fiche de ça. Le dollar, en fait, tout le monde dit attention, le dollar, ça devient effectivement très inquiétant. Il ne s'est pas tant déprécié que ça, déjà, pour commencer. Non. Là aussi, il faut juste, on regarde en taux de change effectif, on a regardé bien ça. Sûr. Il y a tous les actifs qui ont effacé le Trump put, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on a tout effacé, on est revenu sur des niveaux de l'été dernier, sauf le dollar. Le dollar, lui. Juste qu'il ne réagit pas de la manière dont on l'attendrait dans un moment de stress important. Oui, exactement. Cela dit, finalement, ils font porter tout le chapeau finalement à la devise américaine comme étant le mot essentiel, le mal essentiel du déficit commercial, du ralentissement de la croissance, etc. C'est une erreur fondamentale d'analyse. Une devise forte accompagne une économie forte. C'est aussi simple que ça. Ça n'a jamais empêché l'Allemagne d'exporter quand l'euro était à 1,60. L'Allemagne avait du surplus commercial, elle a pu savoir comment faire. Donc à un moment donné, soit effectivement il y a un autre arbitre qui s'appelle la rue aux États-Unis qui va dire écoutez, là votre plan il est quand même très foireux et
et il va nous emmener vers moins de croissance, plus d'inflation. Vous avez promis le contraire. Comment on fait? Il y a les mid-term dans 2 ans. Trump n'a pas le temps, Xi Jinping a le temps. La grande différence, elle est là. Le facteur temps, on l'oublie. Et il est déterminant et essentiel. Et s'il ne fait pas, entre guillemets, marche arrière très vite à l'issue de ces 90 jours de négociation, ça va très mal se passer pour lui, à mon sens. Un des points clés, le 9 avril, avant, donc dans ces 14 heures entre l'implémentation des tarifs réciproques et leur suspension, Donald Trump regarde la télé, sur Fox News, Jamie Dimon, et moi aussi je regarde Jamie Dimon, bien sûr. Non mais, c'est moi je me suis dit, le jour... n'a pas parlé des taux, il a parlé... Non, mais le jour où Fox Business commence à s'inquiéter de l'idée de récession, je me dis, ça va parler. Mais il n'a pas parlé des taux et il a parlé de là. Il a parlé de récession. L'anchorwoman de Fox Business évoque ouvertement la possibilité d'un risque de récession. C'est nouveau. Non, attendez, moi je suis évidemment, je comprends que le plan me semble un peu foireux et je suis pas un soutien. Je dis juste que c'est quand même un point qu'il faut suivre et que le dollar a certes pas fortement déprécié, mais quand vous comparez, il y a un graphe qu'on peut pas montrer ici parce que je peux pas le faire, mais si vous regardez la différence de taux Fed BCE et vous le comparez à l'eurodoll, normalement ça marche tout le temps. Oui. Ouais. Le truc, ça marche pas tout. Ça marche très très bien. Sur courte période. Ça marche très très bien. Le truc, il est hallucinant. Oui. Il y a une décorrélation entre l'évolution des parités de change et des taux. Ça corrobore encore le fait qu'il y a des intérêts pour l'instant pour les actifs américains. Mais si demain, pour moi, je dis que le dollar, c'est une variable clé, parce que si ça continue à s'accélérer, je pense que ça peut être un symptôme négatif pour les taux, et je pense aussi que même pour nos allocations d'actifs, y compris pour investir sur les actions européennes, si vous êtes un investisseur dans une action européenne, quand vous regardez Deutsche Telekom qui a 60-70% de ses revenus qui sont en dollars, ça change l'équation. Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais même pour les actifs émergents, même les actifs émergents, c'est une catastrophe si le dollar continue de se déprécier comme ça. Puisqu'on parle du dollar, j'aimerais qu'on parle de Donald Trump et Jérôme Powell. Est-ce que c'est ça c'est génial. Est-ce que c'est le prochain clash? Et la question assez directe. Donc le dernier commentaire de Trump saluant la décision à venir de la BCE ce matin, la 7e baisse de taux, il écrit que Powell, la Fed est toujours en retard, jamais assez rapide pour baisser les taux, et que la fin du mandat de Jérôme Powell n'arrivera jamais assez vite. Est-ce que Donald Trump peut virer Jérôme Powell avant la fin de son mandat? Le mandat de président de la Fed de Jérôme Powell se termine en mai 2026. Le mandat de Jérôme Powell en tant que gouverneur de la Réserve fédérale américaine se termine en 2028. Réponse. On ne peut pas le virer. Déjà pour commencer. Non, mais l'intervention hier à Chicago, masterclass. Donc, encore une fois... Donc, celle de Jérôme Powell. Celle de Jérôme Powell, donc, qui explique, et c'est très, très intéressant ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'en gros, il raisonne, pareil, en termes de fonction de réaction, quelle est la distance finalement à chacun par rapport à chacun des deux objectifs. On rappelle les objectifs de la Fed, le plein emploi et effectivement d'avoir une inflation stable. Aujourd'hui, et même si le prochain rapport sur l'emploi était mauvais, il n'y a rien qui pourrait pousser la Fed finalement à baisser ses taux, rigoureusement et absolument rien. En revanche, si on a un écart, on commence à voir l'inflation, on a vu justement sur les anticipations d'inflation, la partie enquête qui commence à un peu dérailler, notamment du côté des ménages, il a été très clair là-dessus, donc il faut faire attention, et ça explique effectivement la clôture hier quand même un peu négative, voire même nettement négative sur le marché américain. Évidemment, le clash, alors là, bien évidemment, va partir dans tous les sens. C'est pas un clash à la Zelensky, si je puis dire, mais là encore, Jérôme Powell se montre comme étant, attention, on est une institution indépendante, on va le rester, et on a bien l'intention, effectivement, de faire notre travail. Si le risque inflationniste, et notamment si les risques, et alors là, il fait très attention, parce que il ne qualifie pas cette inflation à venir, parce que pour le moment, il parle d'anticipation, de la priorité d'ancrer les anticipations. Il n'est pas question de parler de transitoire, etc. Pour le moment, c'est trop compliqué. Et donc, encore une fois, on a encore une belle démonstration, finalement, de ce que c'est qu'une banque centrale indépendante. Et il a fait le job. Il a été très clair pour moi. Et donc, le clash, oui, ça va monter en pression du côté de la Maison-Blanche. Et Powell ne peut pas, Trump ne peut pas virer Powell. Non. Non, je sais pas, il est en train de s'attaquer à des directeurs d'autres agences fédérales qui ont le même statut que la Réserve fédérale américaine. La Cour suprême doit même se prononcer sur le licenciement de 2 officiels de ces agences. Jérôme Powell en a parlé lui-même hier en disant qu'il pensait qu'il n'était pas dans ce cas-là, mais que ce rendu de la Cour suprême serait quand même à suivre avec intérêt. On va faire un peu de fiction. Imaginez que demain, on annonce le licenciement de Jérôme Powell. C'est quoi la réaction sur les marchés ?
Je sais pas. Défiance, effectivement. Ce qu'on a vu, effectivement, je pense, sur la Donc c'est des taux qui s'envolent. C'est des taux qui s'envolent. D'accord. Et un dollar qui Je vais pas être s'effondre. monomaniaque, je reviens sur le dollar. Bah oui. Non, mais s'il veut changer Powell, c'est dans l'objectif après, c'est de demander à la Fed Oui, de baisser les flinguer taux. oui, effectivement. Donc le dollar qui baisse, les taux explosent et la Banque centrale américaine met en place un programme d'achat pour racheter les obligations. Et après, c'est ça leur plan. Dernier petit commentaire, Ça peut Malik, être un- je vous laisse la parole. Plus insidieux encore que virer brutalement Jérôme Powell, alors, il lui reste en plus en tant que président de la Fed quelques mois à tirer, ça ne changerait pas grand-chose, c'est l'idée de Scott Bessent. Alors Scott Bessent avait eu cette idée avant l'installation de Trump au pouvoir. Dans son pré-programme de secrétaire du Trésor, il disait ce serait bien qu'on ait un shadow governor de la Fed. C'est-à-dire, on nomme quelqu'un, on attribue le poste de shadow governor à un économiste qui sera le successeur de Powell, et on le fait parler dès que Powell parle. Comme ça, on a le oui. Et ouais, mais enfin, on n'en est pas loin, puisque Bessent nous dit les entretiens d'embauche pour la succession de Jérôme Powell mai 2026, ça commence à l'automne. On va auditionner et on va déjà avoir des candidats, des noms de gens. Et donc, ces gens-là, quand ils prendront la parole, le marché les écoutera comme étant les potentiels successeurs de Jérôme Powell. Micro-point, je crois, dans les statuts de la Fed, ils sont obligés de nommer le gouverneur de la Fed dans les membres du board de la Fed, il me semble. Alors, et donc, du coup, aller chercher effectivement quelqu'un, un clampin dans l'Arizona qui va effectivement raconter n'importe quoi sur les taux et la politique monétaire, ça, c'est pas possible. Oui. Jérôme Powell est président de la Fed et président du FOMC, le comité qui pilote les décisions de politique monétaire. Le président du FOMC n'est pas forcément le président de la Fed. Il peut être un gouverneur, un membre du directoire de la Réserve fédérale américaine qui ne soit pas forcément le président de la Fed. Donc, et là, il y a quand même une bande. Donald Trump il y a une bande de candidats qui est pas mal. Peut sans doute pousser Jérôme Powell à quitter son poste de chair de la Fed, président de la Fed, mais il ne peut pas l'enlever en tant que gouverneur. Non. Et donc, le FOMC peut choisir un simple gouverneur comme étant président de son FOMC. C'est un peu alambiqué, mais c'est une issue. Bon, vos commentaires, Malik, il nous reste 5 minutes. Qu'est-ce qu'on fait sur les marchés, là ? Sur les marchés, parce que... Ça m'intéresse. Non, qu'est-ce qu'on fait avec Powell ? On verra, on va le laisser tranquille pour l'instant. Mais qu'est-ce qu'on fait sur les marchés dans ce contexte-là ? À la fois, il y a une question de confiance vis-à-vis du dollar, on vient d'en parler, et ça, le débat est particulièrement animé sur ce sujet-là. En même temps, les valos américaines se sont un peu détendues, il y a ce pragmatisme, l'idée que ça reste quand même la première économie du monde, etc. Les valeurs américaines se sont bien détendues à la faveur de la correction des actifs et des prix des actifs, mais là où il va falloir être attentif, c'est les révisions à venir des bénéfices. Et on n'a pas vu ça. Parce que là, encore. On reste... Non. Et ça va couper fort ? On commence à le voir déjà, oui, ça va couper fort. Je pense qu'on risque de glisser vers les zéros. Donc on est beaucoup plus cher que ce qu'on imagine là sur le marché américain. Oui. Aujourd'hui, on est revenu, comme vous le mentionnez, en dessous de la moyenne historique à 5 ans. C'est le cas aussi pour la zone euro. Mais je pense que les dégradations qui vont avoir lieu seront plus importantes sur la zone US que sur la zone euro. Encore une fois. Et les dégradations des perspectives économiques aussi sur les US seront plus importantes que sur la zone euro. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix que d'aller se diversifier hors actifs américains, que ce soit sur le marché obligataire ou sur le marché actions, en allant vers la zone euro, en allant vers des zones émergentes. Il y a l'Amérique latine qui sont très attractives. Et moi, je reste persuadé que sur la Chine, le gouvernement va tout faire pour relancer son plan de mesure. Il attend les dernières frictions avec Trump pour savoir où Trump... Comment calibrer. Et en tout cas, il y a une certitude, c'est qu'il ne laissera pas le marché boursier baisser. Donc il y aura des interventions pour limiter la baisse. Tant que le marché immobilier ne sera pas stabilisé, pour redonner confiance aux consommateurs américains, c'est le seul élément qui n'a pas pris encore en Chine. Le consommateur reste vraiment à l'écart. Et c'est le bas qui blesse pour retrouver une certaine dynamique de croissance. Bon, comment on pilote la situation sur les marchés dans une allocation un peu globale ? Je pense que la première question, au-delà de la question régionale, elle est bête et simple aujourd'hui, c'est est-ce que j'achète ou je vends les actions ? Parce qu'il n'y a pas une très grande différence pour moi à très court terme entre les différentes zones, même si je rejoins le fait qu'il y a de l'upside potentiel plus pour la Chine, peut-être un peu pour le Japon aussi, et certainement moins pour les États-Unis. Donc la grande question, c'est est-ce qu'on utilise là l'opportunité pour acheter ou pas ? Est-ce que le pic d'incertitude est passé ? Est-ce que le pic de volatilité est passé ? Et est-ce qu'on peut commencer à revenir tranquillement dans à cette question, nous répondons non. D'accord. Nous étions assez prudents depuis le début de l'année. On avait pas mal réduit. On a un petit peu racheté sur la baisse, mais on est assez prudent.
on reste prudent parce qu'il y a énormément d'incertitudes et voilà, les earnings, vous en avez parlé, il y a trop d'incertitudes pour vraiment... Donc voilà, le risque que je vois à ce scénario, c'est que tout le monde est un peu comme nous, un peu prudent, et que Trump, finalement, à chaque baisse, fait une déclaration pour il pivote beaucoup. Il pivote. Une petite volte-face. Et il fait des petites volte-face, voilà. Donc ça, c'est un peu... la volte-face du 9 avril, une semaine après, le Nasdaq... Alors évidemment, il y a eu ce rebond délirant de 12% le jour même, mais une semaine après, quand on fait le bilan... non, mais ce qui se passe... Mais on est quasiment revenu à la case départ. Je pense que c'est l'histoire, je crois que c'est vous qui disiez, l'histoire de la séquence et du timing, quoi. Je pense que l'impact de toute cette incertitude sur la croissance et les chiffres de croissance, on ne va pas le voir tout de suite. On a vu des indicateurs de survey, mais sur les chiffres de l'emploi, on ne va pas le voir tout de suite. Ça peut peut-être arriver autour du mois de juillet. Sur les résultats des entreprises, on va commencer à le voir, mais ça va prendre un petit peu de temps. Donc, il va falloir voir comment ça se matérialise concrètement sur les chiffres de croissance, sur les chiffres de l'emploi, sur les chiffres des entreprises, pour qu'il y ait peut-être davantage de prise en compte et qu'il y ait peut-être une autre vague, une autre jambe de baisse. Mais pour l'instant, certainement prudent. On aime les obligations européennes, le crédit de bonne qualité, et voilà. Et il y aura certainement des opportunités, mais pour l'instant, nous, on trouve que c'est pas le moment. Mabrouk, tout ce qu'on dit, en fait, c'est assez simple. C'est globalement timer le marché, c'est totalement impossible, surtout avec une volatilité pareille. Donc, ne pas entre guillemets vendre, vendre quand c'est compliqué et acter des pertes, c'est vraiment la pire stratégie parce qu'on pourra quasiment impossible. Enfin, ce sera très compliqué de les retrouver. Et bien évidemment, après les actifs européens et tous les actifs de diversification possibles, il y a un actif dont on parle assez peu, c'est l'or, puisque finalement celui-là, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. Mais on n'a pas parlé ici. C'est vrai qu'on en parle peu. Mais l'or, effectivement, alors lui, le statut de valeur refuge, manifestement, il a bien compris. Et puis la zone émergente. La zone émergente, il y a des zones qui manifestement, contre toute attente, semblent relativement immunisées. Et en fait, on a une espèce de mapping finalement des zones sous tension et des zones qui ne le sont pas. Le Brésil, c'est spectaculaire. Donc la résilience de l'économie, des marchés brésiliens. Et donc du coup, aller dénicher de la petite effectivement zone de diversification pour un peu alléger la pression sur la poche action. C'est ce qu'on essaie de faire. Donc, et puis le crédit européen, évidemment, de bonne qualité, ça résiste bien également. Merci beaucoup, messieurs. Profitez bien de ce long week-end sur les marchés. 4 jours de pause pour les investisseurs. Peut-être pas pour Donald Trump, mais on verra ce qu'il en est à la réouverture des marchés mardi prochain. Merci beaucoup. Malik Hadouk, CPR Asset Management, Mabrouk Chetouane, Natix CCM, Nicolas Forest, Candriam. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de la productivité, les mystères et les enjeux de la productivité en France. Nous en parlons avec Alain Duré, rapporteur général du Conseil national de productivité. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présent ici avec nous aujourd'hui parce que le Conseil national de productivité a publié cette semaine son rapport annuel sur la productivité en France, qui étudie notamment la période post-Covid, en tout cas l'année de 2019 est en vue pour beaucoup d'économistes dans beaucoup de sujets comme une année de référence, celle du monde d'avant pour dire les choses, Alain. Première question, pourquoi on parle de productivité? Pourquoi est-ce qu'il faut parler de productivité, qui est une notion à la fois compliquée, j'imagine, à travailler quand on est économiste, mais qui est une notion fondamentale quand on veut évoquer la croissance de long terme pour un pays? Oui, c'est fondamental, mais c'est aussi opaque pour le commun des mortels. Donc, je vais essayer d'être aussi clair et simple que possible. En fait, la productivité, c'est concrètement la richesse créée par une entreprise par rapport rapporté à l'emploi ou aux heures effectuées pour créer et réaliser cette richesse. Donc, en gros, pourquoi c'est important, c'est que en fait, quand on parle de croissance économique de long terme, c'est une notion qui touche beaucoup de paramètres dans l'économie, les finances publiques, la soutenabilité des finances publiques, du système social, etc. Et derrière, en fait, c'est la productivité. Ouais. C'est qu'il faut créer de la richesse pour pouvoir mieux dépenser, mieux consommer, mieux investir. Et il y a je me permets, il y a la bonne et la mauvaise productivité. C'est-à-dire qu'une entreprise qui virerait 90% de ses salariés verrait sans doute sa productivité augmenter, mais ce serait un choc de court terme et surtout
un choc très négatif de moyen long terme. C'est ça, oui, Alain. tout à fait. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut regarder à la fois le numérateur, qui est la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse créée par l'entreprise, et l'évolution du dénominateur également. Il y a une limite. Effectivement, on peut exploser la productivité en licenciant un maximum de gens, mais finalement, c'est pas viable pour l'entreprise. Ouais. Quel est le lien que les économistes font entre productivité et compétitivité, Alain ? Alors, les deux notions sont un peu les deux faces de la même pièce. Paul Krugman, l'économiste américain au début des années 90, disait la compétitivité d'une nation est une manière amusante de parler de productivité. Donc, ce qu'il disait à court terme, la productivité, c'est pas tout, mais à long terme, c'est tout. Ouais. En fait, pourquoi ? Parce que une entreprise qui crée de la richesse à emploi donné, elle va avoir plus de marge de manœuvre pour baisser ses prix de vente, donc être plus compétitive et générer plus de revenus par la suite. Donc ça, c'est pour ça que les deux notions sont très liées. Ouais. Bon. L'état des lieux de la productivité en France sur les 4-5 dernières années, Alain, c'est vrai que vous vous êtes prêté à l'exercice de la comparaison internationale. Bon, il n'y a pas photo. Il y a un décrochage important de la croissance de la productivité, ou de l'absence même de croissance de la productivité en France par rapport à des pairs européens et par rapport, bien sûr, aux mastodontes américains. Alors, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet état des lieux quantitativement et comment on explique effectivement ce décrochage ? Alors, la configuration post-Covid, c'est que en fait, toutes les économies, y compris les États-Unis, ont chuté au moment du confinement, puisque l'appareil productif était arrêté. On a eu un rebond à l'aune de la réactivation de la production, on a eu un rebond technique dans tous les pays. Pour le niveau européen, en fait, la productivité a ralenti jusque dans les années 2022-2023. La spécificité française, c'est qu'elle a ralenti, mais elle a baissé en 2023 et 2024. Donc c'est là où il y a un sujet franco-français. Et la productivité américaine a explosé. C'est envolé à ce moment-là. C'est envolé, à la fois rapporté au nombre de travailleurs, mais également aux heures effectuées. Bon. Quelles sont les explications plausibles, les plus fortes qui expliquent justement ce décrochage là, sur quelques années de la productivité en France ? Alors, au jour d'aujourd'hui, si on regarde le niveau actuel de la productivité française par rapport au niveau prédit par sa tendance d'avant Covid, on a un écart de 5,6%. Sur ces 5,6%, on a un point qui est commun à tous les pays de la zone euro, le cycle conjoncturel, le ralentissement, la récession en Allemagne et autres. Et le reste, 2/3 sont expliqués par en fait des réformes qui ont été entreprises par le gouvernement, à savoir l'apprentissage, la facilité d'activation du chômage partiel, donc et qui a permis la rétention de travail, mais également aussi la composition de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on a été comme finalement la croissance économique en France a été assez résiliente, on a été chercher des gens qui étaient assez éloignés du marché du travail, parce que même à compétences pas totalement en adéquation avec ce que recherche l'entreprise, il fallait des travailleurs. L'appariement était très compliqué sur le marché du travail. Et ça, on oublie souvent de le mentionner, mais depuis 2019, en fait, le taux de chômage de long terme, c'est-à-dire les chômeurs qui ont été au chômage à plein temps pendant 12 mois et plus, a baissé de 16 points. Et donc, voilà, des gens très éloignés très longtemps du marché du travail sont moins productifs. Moins productifs, en tout cas, dans un premier temps, à court terme. Mais on espère qu'avec l'apprentissage et l'activité, au fil du temps, ils soient plus productifs. Est-ce que cette question de la productivité ou de la compétitivité française, d'ailleurs, je reviens d'ailleurs au terme de compétitivité, mais est-ce que c'est également lié au positionnement de la production française en termes de niveau de gamme, Alain ? Quand on produit des biens, on peut avoir une compétitivité prix, essayer d'être toujours le mieux disant sur les prix et donc avoir des coûts de production toujours plus faibles. C'est une manière de faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle la compétitivité hors prix. L'Allemagne a été un modèle en la matière, capable de vendre des produits avec un pouvoir de fixation du prix important. Oui, ça c'est vraiment une question franco-française qui doit être au cœur du débat économique. C'est que dans beaucoup de secteurs, les produits français sont perçus par les importateurs mondiaux comme de très bonne qualité, mais trop chers par rapport à leur contenu
de qualité, et notamment dans les produits de consommation textile. On est en concurrence plus directe avec l'Italie et l'Espagne, qui ont des salaires très très bas, plutôt que l'Allemagne. Et donc le véritable enjeu, c'est d'essayer d'augmenter la valeur ajoutée, le contenu en qualité et en technicité de nos produits exportés, de manière à être dans la position de l'Allemagne. L'enquête Rexecode et Schema qui sortira la semaine prochaine nous montre très bien qu'il y a 2 points faibles. C'est que, l'Allemagne, les importateurs vous disent les produits allemands sont chers, mais je ne trouve pas d'alternative, donc je suis obligé de l'acheter. Ouais. Alors que nous, ce n'est pas le cas. On est une Peugeot et plus en concurrence avec une Fiat qu'avec une Mercedes. Ensuite, cette enquête montre également que la variété, donc ça on est dans la qualité, l'évaluation hors prix, la variété de fournisseurs au sein du pays est plus faible en France qu'ailleurs. Et ça, c'est lié à la base industrielle étroite que l'on a. Et ça, c'est une entrave à la montée en gamme ? Oui, parce que ces 2 éléments font que, en fait, les produits français exportés, dans leur majorité, sont plus ce qu'on appelle sensibles à la concurrence prix. C'est-à-dire que c'est le prix qui va déterminer qu'on achète ou pas français. Alors que les produits allemands, qui sont à plus haut contenu technologique, eux, ils n'ont pas cette sensibilité-là. Comment on sort de ça, Alain ? Alors, on ne se met pas à la place des décideurs, mais quels sont les choix, les arbitrages possibles qui permettent de sortir de cette situation, de restaurer une compétitivité hors prix, de restaurer un niveau de productivité équivalent à ce qu'on observe ailleurs en Europe ? Alors, ce que souligne notre rapport du Conseil national de productivité, c'est que sur les dernières années, les petites améliorations que l'on voit depuis 2023 sont certainement liées aux réformes qui ont été entreprises et la politique d'offre du gouvernement, c'est-à-dire la baisse des coûts de production via l'impôt de société réduit et une baisse des charges patronales. Mais ça nous maintient dans la compétitivité prix, ça ? Oui, mais à court terme, c'est inévitable. C'est indispensable. Pour augmenter le contenu technologique des produits, c'est des investissements, c'est un projet de long terme. Donc à court terme, il faut maintenir cette partie-là de la compétitivité. Certainement pas remettre en question ce qui a été fait. Mais à long terme, la vraie solution, c'est celle de long terme, qui est d'investir, d'innover et, si possible, de ramener des entreprises à production de haute valeur technologique pour pouvoir se distancer de cette sensibilité à la compétitivité prix. Il y a une enquête que vous citez, Alain, et qui montre là aussi un point de divergence entre la France et le reste de l'Europe. Quand on interroge les entreprises françaises sur le sens de leurs investissements, elles sont très peu à dire en fait que c'est l'innovation qui guide leurs investissements. Oui, ça c'est assez surprenant. Donc c'est l'enquête de la Banque européenne d'investissement. Quand on regarde la catégorie petites et moyennes entreprises, 71% de ces entreprises interrogées vous disent que leur investissement n'est pas nécessairement lié avec un objectif d'innovation. C'est plutôt expansion de capacité de production. Alors qu'on est à de l'ordre de 60% pour les entreprises européennes interrogées dans cette même enquête et moins de 50% pour les USA. Comment on réfléchit à l'IA, bien sûr, parce que c'est quand même le sujet de demain et sans doute de long terme. Qu'est-ce que l'IA peut apporter à la productivité ? Est-ce que c'est positif productivité ? Pas forcément. Est-ce que c'est négatif productivité, Alain ? Alors, tout d'abord, il faut définir de quelle IA on parle, puisque les premières formes, comme vous le savez, de l'IA datent de 1950. Oui, c'est pas arrivé avec ChatGPT en 2022, oui. Voilà. et jusqu'à présent, en fait, c'était de l'IA compliquée, je vais dire. C'est-à-dire que jusqu'au début des années 2000, c'était ce qu'on appelle en bon français deep ou machine learning, qui était en fait, qui demandait des compétences très très techniques. Alors, ça a probablement eu un impact positif, c'est ce que beaucoup d'études disent, mais ça a été noyé au milieu de chocs en tous sens, donc on ne l'a pas vraiment ressenti. On peut dire le contrefactuel, c'est que probablement on aurait été plus bas, on serait plus bas. Ok. Maintenant, le véritable enjeu, c'est donc l'IA telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ça a commencé avec Siri dans les iPhones, dans la Xbox, etc. Aujourd'hui, avec l'IA générative, on n'a pas de recul. On a 2 approches. Il y en a qui regardent les études de cas. Par exemple, dans tout ce qui est consultant, ils améliorent leur qualité grâce à ChatGPT de 40%.
Bon, mais c'est vraiment très ponctuel. Et plutôt dans le réseau académique, on a des études théoriques qui posent des hypothèses. Ouais. L'impact sera certainement positif, ça je n'en doute pas, mais de quelle ampleur et sur combien de temps, c'est la véritable interrogation. On a essayé dans le rapport annuel de faire une estimation sur base justement de cette enquête de la Banque européenne d'investissement. On arrive... Aujourd'hui, ça comprend des questions sur la robotique et sur l'IA, non générative, parce que ça s'arrête en 2023. Et on a un impact sur le taux de croissance annuel de la productivité globale des facteurs, donc capital humain, capital physique, de 0,3% par an. D'accord. De 0,3 points, pardon. Par an. Donc, et c'est bien, vous l'avez dit d'un mot, mais c'est bien l'alliance IA et robotique qui est le levier le plus puissant, hein, c'est ça oui. Alors justement, oui, c'est la robotique d'abord et un effet synergique de l'IA pour les entreprises qui utilisent déjà la robotique dans les secteurs à haut niveau technologique. Mais je voudrais insister sur le fait que c'est maintenant qu'on doit prendre les décisions pour faire les bons investissements, parce que devant nous, on a l'impact négatif sur la productivité du vieillissement de la population et l'impact négatif, à court terme du moins, de la transition climatique. Il va falloir encaisser ces effets et les contrer avec des efforts d'investissement qui doivent commencer aujourd'hui. On n'aura pas eu le temps de parler de l'éducation, mais en un mot, Alain, évidemment, tout ça nous ramène aussi à la problématique d'éducation du capital humain, pour parler le langage économique. Hein. Tout à fait. Donc, en parallèle du rapport, on a publié une note spécifique qui est une revue de la littérature de toutes les études sur l'éducation. L'impact sur la productivité en termes de composition de classe, en composition d'expériences pratiques, etc. Et donc, c'est une étude très intéressante également. Bon, tout ça est à retrouver. Alors, j'imagine, il y a un site pour ça, le Conseil national de productivité. Voilà, qui est hébergé sur le site de France Stratégie, bien sûr, à retrouver. Et la structure, le rapport est assez simple à lire pour ceux qui s'y intéresseraient d'un peu plus près. Merci beaucoup, Alain. Alain Duré, rapporteur général du Conseil national de productivité, invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse. Smart Bourse vous a été présenté par Silex, conseil en investissement, produits structurés, gestion d'actifs, technologie.